Putain, c'est le confinement. Il est dans son bain, il va nous faire une vidéo sur sa baignoire. Ou alors pire, il va nous montrer sa bite. Non, mais rassurez-vous, on va parler de cinéma. J'ai décidé de vous faire une vidéo, pas petite, parce qu'elle va sûrement être un petit peu longue. Je vais vous faire une vidéo critique des derniers films que j'ai vus. Et comme il y en a un bon paquet, eh ben on va commencer sans plus tarder. Donc quelques films, pas beaucoup, il y en a 4-5 que j'avais déjà vus. Vous allez voir, c'est pas des films d'horreur. Par contre, pour le coup, les autres trucs, c'est que des films que j'ai découverts. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier, qui est un gros classique, un film d'action des années 90. Donc le film de Jean ou Yann de Bon, je sais pas comment on dit. Donc Speed, hein, avec bien évidemment le très connu Keanu Reeves, la non moins connue Sandra Bullock et le cultissime Dennis Hopper. Donc je vais passer le résumé, je vous ferai pas l'affront de vous raconter l'histoire, hein. Excellent, il passe toujours aussi bien. J'aime beaucoup le 2 aussi, hein, le 2 qui est considéré comme un ultra nanar. J'aime beaucoup le 2 aussi qui se passe sur un bateau. Voilà, de la pure action made in années 90, comme on en fait malheureusement plus beaucoup. Je peux pas dire plus parce qu'il y a encore des excellents films d'action, notamment sur Netflix, les derniers qui sont sortis là. Mais ouais, c'est brut de décoffrage, c'est vraiment excellent, une bande son vraiment top. Voilà, c'est bien efficace, c'est bien cool. Et pour les quelques personnes qui l'ont pas vu, je vous le conseille, hein. Et c'est vraiment excellent, c'est la très très bonne période de Keanu Reeves, même si je trouve que franchement il a su se réinventer au fil des décennies, parce que dans les années 90 il était très bon, dans les années 2000 post-Matrix il a été très bon, et la période 2010 avec bien évidemment les John Wick et consorts, il est excellent aussi. Donc c'est un acteur qui a su traverser les époques et qui est toujours aussi efficace, je trouve. Donc malheureusement pour le coup, Sandra Bullock a complètement disparu des radars, et Dennis Hopper également, je trouve. Donc je crois pas qu'il est mort, il me semble pas qu'il est mort. Donc voilà, l'excellent Speed pour commencer cette vidéo. Ensuite on enchaîne avec pareil un film génialissime des années 90 de, là pour le coup, un réalisateur ultra connu, qui est James Cameron avec son True Lies. Alors True Lies, il n'y a pas énormément de monde forcément qui est au courant, mais c'est un remake d'un film français. Alors faut le signaler, hein, parce que c'est pas monnaie courante que les Américains copient les Français. Il y a eu quelques exemples. Il y a eu notamment le Dîner de con qui a été remaké avec le film américain, notamment avec Steve Carell et Zach Galifianakis, qui a donné Dinner with the Schmucks. Et il y a eu aussi forcément le remake d'Intouchable qui a donné je sais plus le titre, mais je sais que c'est avec Bryan Cranston et le noir là, forcément John Hart, je crois. Non, pas John Hart, Kevin Hart, je sais plus, je crois que c'est Kevin Hart, et je sais plus le titre par contre, qui est sur Netflix. Bref, donc True Lies, voilà, cultissime de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger, la sublimissime Jamie Lee Curtis. On retrouve aussi Tom Arnold, Bill Paxton. Voilà, j'aime beaucoup le film français, mais j'ai une petite préférence pour le remake américain, que je pense avoir découvert en premier, et j'aime tout dans ce film. J'adore, la scène de striptease me fait beaucoup rire, il y a énormément de punchline dans ce film, j'adore. Je me suis vraiment régalé à redécouvrir pour la 25e fois peut-être ce film. J'ai souvenir de l'avoir vu pour la première fois un mardi soir, à l'époque où TF1 diffusait énormément de très bons films, la séance du mardi soir, hein, c'était vraiment un très bon souvenir, et c'était vraiment super, un film de 1994, donc encore la meilleure époque pour moi des films d'action, même si énormément de très bons films d'action sont des années 80, mais c'est une question de génération. Je suis plus de la génération film d'action des années 90. Quelques personnes de mon entourage cinéphilie plus branchés 80s diront forcément qu'il y a bien plus de films d'action des années 80 qui sont de meilleure facture. Je peux les comprendre, ça se défend, bien évidemment, c'est une question de génération. Et comme je le dis, ça se défend. Donc voilà, True Lies, excellentissime. Là encore, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille fortement. Et vous verrez, hein, contrairement à certaines vidéos où il y a énormément de films, je dis je vous le conseille, il n'y a pas forcément tous les films que je vous conseillerais. Donc voilà, True Lies. Ensuite,
Là, ça va pas être un film, ça va être un téléfilm. Donc, c'est Le Voyage au centre de la Terre, bien évidemment adapté du célèbre roman du cultissime romancier Jules Verne, hein, qui a notamment fait Vanille sous les mers, Michel Strogoff, L'île mystérieuse, je crois. Enfin voilà, énormément de romans. Donc, c'est un téléfilm qui passait énormément en période de Noël sur M6, qui était diffusé en 2 parties. Voilà, c'était là encore cette période des années 90 où M6 diffusait énormément de téléfilms en 2 parties. Il y avait Alice au Pays des Merveilles qui passait régulièrement, il y avait La Tempête du siècle, il y avait beaucoup de films de catastrophes, des films de tornades, tout ça, des films de volcans, des films de tremblements de terre. Il y avait aussi un film Malédiction du Pharaon, je crois qu'il était excellent, avec je sais plus comment ça s'appelle. Le majordome d'Henri Chirich et celui qui joue aussi dans Anaconda. J'ai un problème avec les noms aujourd'hui. Bref, un acteur que j'aime beaucoup. Jonathan Hyde, je crois. Ouais, je crois que c'est lui. Et donc, Voyage au centre de la Terre, c'est avec Treat Williams, Jeremy London, notamment, et Hugh Keith Byrne. Alors, son nom vous dit peut-être rien, mais c'est le méchant dans la saga Mad Max. Donc là encore, j'ai un trou sur son nom, mais c'est un peu normal parce qu'à part Mad Max Fury Road, j'ai vu aucun Mad Max vraiment. Mais il est ultra charismatique, hein, ultra culte. Et Treat Williams, c'est notamment l'acteur principal d'un film que j'aime énormément qui est Un cri dans l'océan. Ce téléfilm, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il vit vraiment plutôt bien. Bon, il est pas ultra vieux non plus, hein, il a quand même 21 ans, il est de 99, mine de rien. Et j'ai pris toujours un super plaisir à le regarder. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et ça se regarde tout seul. La deuxième partie est un poil plus longue, je trouve. Mais j'aime vraiment toujours autant. Et il n'est pas très facile à trouver, mine de rien. Et voilà. Et pour revenir hein, notamment sur le fait que Hugh Keith Byrne joue dedans, donc le méchant de Mad Max, c'est pas anodin, hein, parce que le film est réalisé par George Miller et c'est notamment donc le réalisateur de Mad Max. Mais je crois que c'est George Miller 2, il me semble, hein, c'est son frère ou son fils, je crois, je suis pas sûr. Donc voilà, Voyage au centre de la Terre, le téléfilm que je peux conseiller hein, si ça vous botte, si vous voulez pas de jeu, il est cool. Ensuite, un très beau coffret comprenant les 3 Simbad principaux. Donc le 7e voyage de Simbad, qui est le premier film de 1958 de Nathan Juran, donc le premier qui donnera lieu à tant de suites hein, plus ou moins réussies. Donc il met en scène Kerwin Matthews et Catherine Grant, avec notamment l'excellente musique. Alors j'arriverai pas à trouver qui est à la musique, mais la musique est génialissime. Franchement, la musique est excellente. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les effets spéciaux et la production est de Ray Harryhausen et c'est un truc à retenir parce que franchement, quand le Cyclope apparaît, c'est démentiel, c'est énormissime. Les thèmes musicaux, c'est vraiment des choses marquantes dans le film. C'est le premier que j'ai vu, je l'ai vu très jeune, je devais avoir 5-6 ans quand je l'ai vu, je l'avais en VHS. Et j'ai vraiment saigné la VHS. Et j'en ai gardé un souvenir hyper ému. Et j'ai pris toujours un énorme plaisir à le revoir. Vraiment, je me suis vraiment régalé autant que lors de mon premier visionnage. Et ma chérie, pareil, a pris un vrai gros plaisir à le revoir. On a enchaîné le lendemain, par contre, sur le second. Donc The Golden Voyage of Sinbad, alors je sais plus la traduction française. Donc on retrouve Caroline Munro et John Philip Lowe. Donc celui-ci il est de Charles H. Schneer, produit par Charles H. Schneer et c'est de Gordon Hessler. Donc toujours produit par Ray Harryhausen et les effets spéciaux de Ray Harryhausen. Et là pour le coup il est de 73, hein, donc il y a quand même presque 20 ans qui s'est étalé entre les deux films, 15 ans exactement. Vraiment eu du mal. Il est étonnamment, il a quand même 15 ans de plus, donc on pourrait croire en termes d'aspect kitsch et de vieillerie, tout ce que vous voulez, que c'est un peu plus travaillé et tout. Pourtant, qu'est-ce qui fait beaucoup plus cheapos, ringard et tout ce que vous voulez. J'ai vraiment eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans.
Et j'en avais pour le coup un bien meilleur souvenir et j'ai beaucoup eu de mal. Et je vous avouerai très franchement que je l'ai pas fini. Je l'ai pas encore fini et j'ai pas réussi à le finir pour l'instant. Et du coup, je me suis pas encore rematé le troisième. Donc, faudra que je le finisse, hein, franchement, et que je me remate le troisième parce que le 3, honnêtement, j'en ai quand même un bon souvenir, l'œil du tigre. Il me semble que j'aimais vraiment beaucoup celui-ci. Mais le 2, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout pour le moment. Donc, je sais que le 3, c'est le retour du Cyclope, notamment, il me semble. Donc voilà. Sinbad, en tout cas, le premier, c'est une vraie valeur sûre. Le deuxième, il me semble qu'il y a quand même quelque chose à creuser jusqu'au bout. Et le 3 de mémoire, c'était quand même vachement bien. Donc voilà. Donc c'était à peu près tout pour ce qui était horreur. Et là, justement, on va tout doucement aller sur du très lourd et des vraies grosses découvertes. Ça va me permettre de faire un petit hommage à mon échelle très modeste à un immense monsieur du cinéma français qui nous a quitté tout récemment, qui est Philippe Nant. Philippe Nant que j'ai découvert vraiment sur le tard. Je pense que la première fois que je l'ai vu, ça doit être dans... La première fois que j'ai vraiment dû faire attention à sa présence, ça doit être dans Calvaire, je pense, le film de Fabrice Duvels. J'avais sûrement dû le voir ailleurs, hein. Mais c'est dans Calvaire, alors il n'y a pas un rôle hyper mémorable là-dedans. Hein. Et après, voilà, je l'ai forcément vu dans d'autres films, et du coup, j'ai remarqué sa présence donc dans Haute Tension. Je sais plus si c'est dans Irréversible, mais il me semble, mais je suis pas sûr, dans La Meute. Oui. Caméra. Elle est là. Des films comme La Meute, je sais plus qu'il y a quoi d'autre. Il y en a énormément, il y a plus de titres qui me reviennent, bref. Et je sais que le film dans lequel il y a le rôle entre guillemets le plus mémorable, sa prestation la plus mémorable, on va dire, c'était Seul contre tous, et je l'ai pas encore vu, du coup ça m'a permis de le découvrir, hein. Parce que je suis quand même pas dire un grand fan, mais je suis très friand et très admiratif du cinéma de Gaspard Noé. Et du coup, je me le suis maté le soir ou le lendemain de sa mort, il me semble. Effectivement, j'ai pris une énorme claque. Je le trouve hyper d'actualité quand même comme film. Donc, c'est un film qui démontre, s'il en était encore à prouver, l'immense talent qu'avait justement ce monsieur, Philippe Nant, en tant qu'orateur. C'est pas pour rien quand même qu'il a fait notamment ses classes au théâtre, hein, c'est ce que j'ai appris, il a fait énormément de théâtre. Donc voilà, je présente la galette, hein, Seul contre tous. Il a fait énormément de théâtre, il a un talent d'orateur impressionnant. Tout le long du film, il débite un nombre de mots incalculable, un nombre de phrases, mais d'une manière impressionnante. Il a quand même un charisme, il avait un charisme digne pour moi d'un gabin, d'un genre d'acteur, quoi. Il avait une gueule, il avait une prestance impressionnante, quoi. Je vais vous lire le pitch parce que je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de monde qui connaît, et le pitch est quand même plus flippant entre guillemets que le film en lui-même, je trouve. France 1980. Un ex-boucher chevalin se bat pour survivre. Après avoir abandonné sa fille adolescente et dans l'espoir de reconstruire une nouvelle vie, il s'installe à Lille avec sa maîtresse enceinte. Il ne l'aime pas plus que la vie dans l'appartement avec sa belle-mère. Très vite, ses espoirs deviennent aigreur et ses aigreurs obsession. La violence explose. Il ne voit plus clairement quel est le moteur de sa vie. Son ventre lui crie de se nourrir, son cerveau lui ordonne de se venger. Quant à son cœur, au bout du tunnel, l'imprévu surgit encore. Alors, il est violent, verbalement, visuellement pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont suggérées plus que montrées. Et concrètement, c'est une suite à un moyen métrage qui s'appelle, je crois, Carnet, qu'il faut que je vois. Je crois qu'il est disponible sur la Cinémathèque, il me semble, depuis son décès d'ailleurs. Et je pourrais pas dire que c'est mon préféré quand même, même s'il est franchement bien et vachement intéressant. Et putain, la prestation de Philippe Nant, elle est franchement marquante, quoi. Et le final, il est franchement, il est dingue. Le final, il est dingue, il est bluffant. Et
est-ce que je vous le conseillerais? Déjà, c'est pour quand même les aficionados du cinéma de Noé et ceux qui en ont une approche quand même assez poussée. Il faut quand même avoir tâté de son cinéma et connaître un peu le bonhomme pour se lancer sur Seul contre tous, parce que c'est quand même c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est pas le genre de film où on se dit tiens, je sais pas quoi mettre, je vais mettre Seul contre tous. Non, faut être préparé. Mais voilà. Il me reste à voir, et totalement je pense sont plus accessibles qu'Enter the Void, selon ce que dit beaucoup de personnes. Et Love que j'ai pas encore vu. Sinon j'ai tout vu. J'ai vu Irréversible, j'ai vu Seul contre tous, j'ai vu Climax. Et j'ai dû en oublier un, il me semble. Bref, Seul contre tous. Voilà. Ensuite, on va partir sur un immense classique. Alors, c'est de 1954. Le titre français, c'est Les monstres attaquent la ville. Et le titre original, c'est Zem. C'est un film que je voulais voir depuis extrêmement longtemps. Film qui était ultra cultissime, donc dans les années, qui est sorti dans les années 50, mais dans les années 70-80 aux États-Unis, notamment dans les drive-in. Donc c'est un film de fourmis géantes, hein, donc suite à une bombe atomique, des radiations ont provoqué une mutation sur une espèce de fourmi et les ont transformées en fourmis mutantes, géantes, tueuses, assoiffées de sang. J'ai trouvé vraiment très très cool. Je suis hyper content d'avoir enfin découvert ce film mythique. Un poil déçu, mais faut replacer le film dans le contexte, dans l'époque. Pour l'époque, pour 1954, c'est quand même vachement bien. La scène où la fourmi sort avec la cage thoracique dans la bouche, c'est quand même bien stylé. Le docteur, je le trouve vachement cool. La scène de fin avec sa phrase, la manière dont il dit, avec le fin qui apparaît, c'est quand même vachement stylé aussi. Toute la fin dans les caves avec les militaires quand ils sauvent les enfants, c'est bien cool aussi. Non, franchement, c'est un bon petit film. C'est un bon film à se mettre dans une soirée monstre. C'est vachement sympa. Franchement, c'est vachement sympa. C'est un film à avoir dans sa collecte. Il n'y a pas photo. C'est un petit bijou. Franchement, c'est un petit bijou. Je suis hyper content de l'avoir. Franchement, je vous le conseille. C'est un film à voir dans sa vie de cinéphile. Quand on aime les films de monstres, il n'y a pas photo. Donc voilà, Zem. Je vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus. Il faut vous le procurer. Voilà. On va rester dans le délire un petit peu justement film de monstres, mais là beaucoup plus récent. On est en 2018 avec It Came from the Desert. Alors vous n'avez pas forcément à vous le procurer en DVD. Ce film est disponible sur Amazon Prime Video. J'ai vu ça il y a quelques jours. Alors, l'affiche est directement inspirée de Arak Attack et qu'on se le dise, c'est très fortement inspiré d'Arak Attack. Il y a énormément de références. Il y a des références à Jurassic Park, il y a des références à Alien, il y a de la référence à Terminator, il y a de la référence à Predator, il y a de la référence à plein de trucs, plein de trucs. Des films de monstres des années 50, forcément, Zem. It Came from Another Earth aussi. Voilà, plein de films. C'est sympathique, c'est marrant, ça se prend pas la tête. Voilà, les effets spéciaux sont assez cool, on passe un bon moment. C'est le genre de film que tu vois avec une bonne petite bière, un bon paquet de chips, et voilà, tu passes un bon moment. C'est pas officime, hein, c'est pas le genre de film que tu reverras 50 000 fois, mais tu te détends, tu passes un bon moment, et voilà. Donc It Came from the Desert, c'est assez marrant, les deux héros sont assez drôles, leur alchimie est assez cool. La fin est assez what the fuck, mais voilà, ça se regarde, je vous le conseille quand même. Donc voilà. It Came from the Desert. En parlant de what the fuck, prix spécial du jury festival d'Avoriaz. Alors parlons de la jaquette d'abord. Est-ce que vous verrez pas une petite référence quand même sur la jaquette, hein? Est-ce qu'on verrait pas une petite référence à Brain Dead, hein? Légère quand même, hein? Alors ce film, ça s'appelle Baby Blood, film de Alain Robach, film français.
Avec talent, Alain Robach parvient à lier horreur noire à l'humour pur et vice-versa, deux ingrédients décidément trop rares dans le cinéma français. On notera les participations délirantes et hallucinées d'Alain Chabat, 1 minute 05 approximativement, Jean-Yves Lafesse en camionneur, conducteur routier complètement libidineux, Jacques Audiard, je me souviens plus du rôle qu'il a, mais je me souviens qu'on l'a, on voit effectivement, et même le chien Baxter. Effectivement, quand j'ai vu la gueule du chien, je me suis dit putain, on dirait Baxter. Héros du film éponyme, violemment recommandé à toutes les âmes sensibles ou pas. Alors, bon d'abord je précise que ce film, il y a une suite qui existe qui s'appelle Lady Blood, justement, dans lequel joue Philippe Naon, où j'ai parlé précédemment. Alors, Baby Blood, comment dire ? C'est complètement what the fuck. Je vais résumer le film très rapidement. Cette nana, dans une caravane, se fait violer par une espèce de bestiole sous forme de tentacule, une scène un petit peu à la Evil Dead. À partir de ce moment-là, elle tombe enceinte et la tentacule va se mettre à lui parler dans son ventre pendant toute la grossesse. Elle va vouloir qu'elle se tape des mecs pour qu'elle les bute en fait. Voilà, globalement, grosso modo. Le temps qu'elle fasse qu'elle couve dans son ventre, bref. C'est drôle, c'est assez long par moment, c'est français quoi, c'est français début années 90, c'est poussif, c'est à voir quand même, c'est spécial. La scène avec Alain Chabat est quand même assez drôle. On voit 1 minute 5 à l'écran, mais je vais pas vous raconter la scène en question, mais c'est assez drôle. Et faut que je vois la suite, parce que ça m'a quand même donné envie de voir la suite, même si on m'a dit que la suite est quand même moins bonne. Du coup j'ai quand même peur, parce que le film est pas oufissime hein, déjà celui-là, donc... Mais c'est quand même un film à avoir dans sa collègue, parce que bon déjà c'est pas un film hyper commun, il faut défendre le cinéma français. C'est quand même un film osé quoi, c'est particulier, il y a quand même des bonnes idées et j'ai quand même pas passé un mauvais moment, on va pas se mentir. Il n'y a pas tout qui est acheté dedans, hein, donc voilà. Il y a des trucs intéressants, il n'y a pas tout acheté. Mais il y a quand même pas mal de pompage de Brain Dead, je trouve. Forcément, beaucoup moins bon. Mais bon, Baby Blood, à vous de voir. Alors là, par contre, encore une fois, 2 poids 2 mesures. Le premier film gore de l'histoire du cinéma. Alors forcément, pour les aficionados, vous savez de quoi je vais parler. On va bien évidemment parler du premier film de Herschell Gordon Lewis qui s'intitule Blood Fist. Alors... Blood Fist. Herschell Gordon Lewis, j'ai vu en premier, donc il y a quelques temps déjà, 2000 Maniac. Je suis devenu fan d'entrée. J'ai adoré le film. Franchement, j'ai adoré. J'ai même préféré 2000 Maniac à 2001 Maniac, qui est pourtant un pseudo-suite remake, notamment fait entre autres par Eli Roth avec 2 autres, je sais plus qui. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et j'ai pourtant préféré l'original qui est de 1964, quelque chose comme ça. Que dire de Blood Fist. Alors, je suis en train de chercher si j'ai l'année. Il me semble que c'est 1961, 62, par là. Enfin, c'est vieux, j'ai plus l'année exacte. Donc, Blood Fist, pour raconter l'histoire rapidement. C'est donc un homme, alors il s'appelle Fouad, je me rappelais plus du nom déjà, qui voue une espèce de culte à une déesse... et qui va draguer certaines femmes et les sacrifier donc pour cette déesse. En gros, c'est ça. Et donc, il va leur faire subir plein de sortes de châtiments, des amputations, des trépanations, des arrachages de langue. Et donc, on va tout voir. Mais forcément, la sauce premier film gore. Donc avec... c'est hyper grand guignol, hein, forcément. Hein. Donc faut bien se mettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire effets spéciaux de l'époque. Le tout premier film gore. C'est très lent. C'est... très lent. C'est...
j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le film. J'ai vraiment essayé pendant tout le film de complètement le placer dans le contexte et m'imprégner dans le film et dans l'époque et tout ce que vous voulez. J'ai tellement eu du mal avec le film, j'ai vraiment pas accroché. J'ai vraiment pas accroché, j'ai trouvé le méchant pas du tout charismatique, j'ai trouvé la fin complètement débile, j'ai vraiment pas aimé, franchement. J'ai vraiment pas aimé. Ça a beau être le lancement d'une ère et d'un genre que j'aime tellement, le gore, voilà, s'il n'y avait pas eu ce film, il n'y aurait pas eu tous ces chefs-d'œuvre et tous ces films qu'on aime tant, et forcément, notamment Brain Dead par exemple, pour ne citer que lui, et tellement d'autres films. Bien évidemment, et encore heureux qu'il y ait ce film qui existe. Et voilà, mais je l'aime pas. Je le reverrai pas, ou certainement avant très longtemps. Je suis content de l'avoir dans ma collection, parce que forcément que pour tout amateur du cinéma gore, même si on l'aime pas, il le faut dans la collecte. Mais voilà, ça me fait presque mal au cœur de dire que j'ai pas aimé ce film. Mais je veux pas aller contre moi-même. Je veux pas me forcer à dire que je l'aime si je l'aime pas. Et j'ai pas aimé le film. Franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas réussi à me faire aux effets visuels. Pourtant, ils sont pas plus mauvais que 2000 Maniacs. Pour le coup, 2000 Maniacs sont pas top non plus, les effets visuels. Mais j'ai beaucoup plus adhéré au délire et au film en lui-même que là. Franchement, qu'est-ce que j'ai eu du mal, quoi. Ça n'a rien à voir avec le film, mais j'ai eu autant de mal de ce film que le film The Last House on Dead End Street. J'ai eu tellement de mal avec ce film aussi. Bref, Blood Fist, regardez-le si vous voulez découvrir les origines du truc, mais moi personnellement, je vous le conseille pas. Je vous le conseille juste pour découvrir les origines du truc, mais en termes de qualité de film, je vous le conseille pas. Voilà, c'est tout. Un autre film que je ne vous conseillerais pas. J'adore le film principal de ce réalisateur qui est Jeepers Creepers, et le réalisateur en question c'est Victor Salva. Par contre, le film en lui-même, je l'ai pas aimé. Voilà. Donc le film s'appelle Rosewood Lane. Pour faire simple le pitch, donc on a Rose McGowan qui dedans s'appelle Sonny Blake, qui va arriver dans la ville donc de Rosewood Lane, faut la rue, je crois, je sais plus, c'est une ville ou une rue, bref, c'est un quartier. Donc Rosewood Lane, dans une maison dans laquelle a vécu son père, où il a été tué, il a été poussé, où il est tombé dans la maison, dans la cave d'une maison. Et dans ce fameux quartier, elle va s'apercevoir qu'il y a un livreur de journaux plutôt envahissant, puisqu'un jour il va venir frapper à sa porte, et il va essayer de lui vendre son journal, mais en mettant le pied à la porte, de manière un peu limite, je force la porte, tu vois. Et elle va commencer à trouver ça chiant, tout ça. Elle va se dire, ouais, il est un peu embêtant et tout, il est un peu envahissant, machin. Et puis elle anime une émission de radio, elle aide des gens et il va commencer à l'appeler, à la harceler un peu. Puis elle va s'apercevoir qu'il va commencer à venir chez elle le soir parce qu'il va bouger des bibelots dans sa maison. Puis donc ça va se tourner un petit peu en pseudo invasion. Il va commencer à s'introduire quand elle est chez elle avec à la maison. Et c'est du déjà vu en moins bien. Ça fait très téléfilm, même si c'est lent, c'est pas terrible. La fin est nulle. Ils essaient de faire passer quelques scènes un petit peu à la Jeepers Creepers, mais en vraiment très mauvais. Et puis la fin est tellement pourrave, quoi. Je trouve le jeune, là, le livreur de journaux, mais tellement peu charismatique. Et je trouve que Rose McGowan est très mauvaise dedans. Elle en a rien à péter, quoi. Voilà, donc je conseille pas du tout ce film. Donc Rosewood Lane, Osef sur 1000. Voilà. Ensuite, revu pour la, je sais plus, 5 ou 6e fois. Alors ce film, la première fois, je l'avais vu au cinéma, j'avais détesté, mais vraiment détesté. J'étais pas du tout rentré dans le délire. À savoir que c'était dans une soirée Halloween où il y avait 4-5 films, je crois que c'était le 3e ou 4e, donc j'étais peut-être simplement fatigué, j'ai pas accroché. La seconde fois que je l'ai vu, c'était à la maison, tout seul au calme, j'avais franchement surkiffé, mais vraiment adoré. Je l'avais revu une 3e fois, ça avait confirmé ce que je pensais, j'avais complètement adoré, j'avais trouvé ça génialissime. Et les 3-4 fois que je l'ai revu, je confirme toujours autant, je trouve ce film ultra génial. Donc voilà, Cabane dans les bois, je vais pas m'apesantir plus que ça, je pense que presque tout le monde maintenant connaît, je trouve ce film magistral, c'est un petit bijou. C'est parfait, c'est plus ou moins critique, en même temps hommage aux films d'horreur, sur plein d'aspects différents, c'est démentiel, voilà, Cabane dans les bois. Hop. Alors, découverte.
Film de Ryuhei Kitamura. Alors Ryuhei Kitamura, que j'ai découvert dans un film que j'ai adoré, dans un film que j'ai pas aimé. Film que j'ai adoré, qui est une adaptation de Clive Barker, qui est Midnight Meat Train, avec... Putain, comment s'appelle-t-il Bradley Cooper, qui est vraiment excellent. Et No One Lives, que j'avais pas aimé, avec Luke... ça y est, je vous dis, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui. Hein. Le barde dans le Hobbit. Luke Evans. Et donc celui-ci, Downrage. Alors Downrage, sur le papier, ça me vendait pas mal de rêves. J'avais vu la bande-annonce qui m'inspirait vachement. Un groupe de jeunes, un petit 4x4 sur une route perdue, un sniper planqué quelque part qui veut buter tout le monde. Genre de film survival qui me plaît vachement. Et puis au final, j'ai trouvé que le concept perdait vachement de sa saveur et qu'on s'ennuyait quand même pas mal. Bon, sur la totalité du film, au final, ça va. Il y a quelques moments creux. On va dire que sur 1h25, ça va, c'est pas très long. On va dire sur 1h25, il y a peut-être quand même 20 minutes qui sont un poil longues, donc une heure intéressante. Il y a un regain d'intérêt quand il y a la deuxième famille qui arrive en voiture avec l'enfant et tout, je vous dirais pas plus que ça. Et il y a des trucs vraiment cool, il y a des trucs vraiment cool. On sent que ce réalisateur, il aime beaucoup tout ce qui est viscères et tout ça. Parce que ce soit dans Midnight Meat Train ou dans No One Lives, les intestins, les viscères en tout genre, on les voit bien en détail et tout ça, et ça lui plaît beaucoup. Et sur ça, c'est intéressant et c'est cool, mais c'est pas non plus un réalisateur qui aime bien les fins heureuses. Hein. Il est quand même vachement nihiliste, je trouve. Et ce film ne déroge pas à sa règle, on va dire. Donc voilà. C'est quand même pas dégueu au final. Faut dire que quand on voit les festivals qu'il plébiscite, c'est pas n'importe quoi. Il y a Gérard Armour, il y a le TIFF et il y a le PIF. Donc ouais, je vous le conseillerais quand même, je vous inviterai à vous pencher dessus si vous l'avez pas déjà vu, ça peut valoir une bonne petite soirée. Downrange. Ah, là on va partir sur du très culte, le premier film de Sir Steven Spielberg. Duel, film de 1971. Avec Dennis Weaver et voilà, au final le conducteur on sait pas parce qu'on le voit pas, et ça c'est un des premiers, un excellent point fort du film, le fait qu'on voit jamais, hormis les bottes et je crois peut-être les mains, le conducteur, et ça c'est génial, je trouve ça génial. J'ai adoré ce film, franchement une petite bombe. On voit à travers ce film le futur génie qu'allait vraiment devenir Spielberg. On sent tout le suspense qu'on va pouvoir retrouver dans des films tels que par exemple Les Dents de la Mer, l'aspect tension notamment aussi des Dents de la Mer, le côté il y a pas mal de films qui vont s'inspirer, forcément le camion et l'aspect poursuite, on va l'avoir avec Jeepers Creepers, on va l'avoir avec Hitcher, on va l'avoir avec plein d'autres films. J'ai vraiment adoré ce film, et je vais pas m'attarder plus que ça non plus dessus, hein. Il y a pas mal de films il y a pas mal de personnes qui connaissent ce film et qui l'avaient vu bien évidemment avant moi, et voilà, je suis hyper content de l'avoir vu, et j'ai vraiment trouvé grandiose toute la scène au niveau du restaurant et tout, quand il est en mode énigme en train de chercher qui ça peut être, tout ça, je trouve ça excellent, franchement je trouve ça excellent. La scène où il est en train de passer le coup de téléphone avec la femme avec toutes ses caisses à serpent, je vais pas détailler plus que ça, j'ai pas envie de spoiler. Mais pareil, je trouve ça excellent, et voilà, donc Duel, si vous l'avez pas vu, forcément je vous le conseille, mais bien évidemment que si on est fan de Steven Spielberg, il faut passer par Duel, donc le Duel, évidemment, voyez-le. Ensuite, une comédie assez culte des années, je crois, 80, j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais regarder si je peux trouver l'année 88, voilà. Alors... étonnamment, c'est un film que j'avais pas encore vu. Donc c'est Elvira, Mistress of the Dark, donc Elvira, maîtresse des ténèbres.
Alors l'histoire elle est toute simple, toute banale. C'est Elvira qui veut monter un show à Las Vegas. Et donc elle a besoin d'une certaine somme, je sais plus si c'est 100 ou 50 000 dollars, voilà. Et il y a quelqu'un de sa famille qui va mourir, donc elle va faire l'acquisition d'un héritage. Et au moment où elle doit le récupérer, il va avoir pas mal de problèmes, donc elle va devoir se dépatouiller de tout ça. Et jusqu'à un moment où elle va être accusée pour diverses choses de sorcellerie, et ils vont vouloir la mettre sur un bûcher, donc il va y avoir diverses choses entre temps, avec un prêtre démoniaque, machin, tout ça. Donc il y a énormément de références à plein de films cultes des années 70, 80, des films de Universal Monsters et compagnie. Et j'ai trouvé ça très très cool. Bon, il y a énormément d'humour graveleux, hein, forcément, quand on voit les énormes talents d'actrice qu'elle a. On sait sur quoi ça va tourner. Il y a de l'humour très libidineux, très voilà. J'ai trouvé qu'il y a un petit délire à la Beetlejuice, même si forcément, étant ultra fan de Beetlejuice, j'ai préféré Beetlejuice. Il y a un petit peu de Famille Adams parce qu'elle fait quand même pas mal penser à Morticia, je trouve. C'est le genre de film où pour pleinement l'apprécier, je trouve qu'il faut quand même le découvrir à l'époque. Je pense que c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, hein. Toute la dernière demi-heure du film, elle est quand même vachement jouissive, je trouve. Et je suis quand même hyper content de l'avoir découvert. Donc j'aimerais beaucoup voir la suite, faudra que je le chope. Et du coup, faudrait que j'essaie de voir en import si je peux me trouver Elvira présente, là, les séries de DVD où elle présente divers films d'horreur. Un peu comme les cauchemars de Freddy, là. Donc voilà, globalement, j'étais assez content du délire et c'était assez cool, quoi. Donc le personnage d'Elvira est plutôt bien kiffant, bien cool, quoi. Donc Elvira maîtresse des ténèbres, c'était bien sympa. Alors là, que dire de ce film ? Pareil, celui-ci, ça fait une éternité que je voulais le découvrir, parce qu'il y a un genre de film que j'aime beaucoup, qui est le Rape and Revenge. Alors, c'est pas de la comédie, hein, on va pas se mentir, hein. Le film qui était à l'origine du Rape and Revenge, c'est un film de Ingmar Bergman qui est de 1960 et qui s'appelle La Source. Voilà, la source du Rape and Revenge, c'est La Source. Alors La Source, donc qui porte notamment à son casting un immense acteur, hein, qui est ultra connu, qui est Max von Sydow. Donc voilà, c'est ça La Source, qui est un film en noir et blanc de Ingmar Bergman, hein, qui a notamment fait le 7ème saut, ouais. Donc c'est un film suédois. Alors, le pitch de base. Donc au XIVe siècle en Suède, Karin, fille du fermier Thor, s'en va porter des cierges à l'église en compagnie de sa sœur adoptive Ingrid. Dans la forêt, elle rencontre deux pâtres et un enfant et leur propose de partager ses provisions. Mais les deux hommes la violent, puis l'assassinent sous les yeux de sa sœur. Le soir même, les trois rôdeurs demandent l'asile dans la ferme, ignorant qu'il s'agit de la ferme des parents de Karin. Est-ce que l'histoire, elle vous rappellerait-il pas un petit peu quelque chose ? À 2-3 détails. Eh ben si, la dernière maison sur la gauche, bah c'est normal parce que ça en est grandement inspiré. Que ce soit la version de Wes Craven ou que ce soit la version de Alexandre Aja. Il me semble que c'est Alexandre Aja qui a fait le remake, j'ai un doute là tout d'un coup. C'est normal, ça en est grandement inspiré, ils l'ont clairement dit eux-mêmes, c'est de ce film qui a inspiré La dernière maison sur la gauche et I Spit on Your Grave et genre de joyeuseté. C'est pour ça que je voulais voir ce film, parce que je voulais voir de où est parti ce genre de film, quoi. Et je suis content, et bon alors c'est un petit peu long, hein, c'est vieillot, mais c'est quand même déjà vachement impressionnant pour l'époque, hein, 1960. La dernière maison sur la gauche, c'est 74, 77, je sais plus. C'est quand même passé une vingtaine d'années presque entre les deux films. Voilà quoi. Et voyez-le, franchement, c'est un film à voir. Il y a quand même tout un aspect religieux derrière ce film, alors qu'il n'y a pas du tout d'aspect religieux derrière le film de Wes Craven, hein. Voilà, voyez La Source, je vous le conseille. J'irai pas plus dans le détail. Voyez La Source. Ensuite, parce que mine de rien, on est quand même à 40 minutes de vidéo, il reste 4 films, et je pense que je vais quand même pas mal m'attarder sur au moins 3 de ces films, notamment sur celui-ci. Et ben celui-ci, pareil, je suis hyper content de l'avoir découvert. C'est un film de Douglas McKeown. D'ailleurs, faudrait que je regarde s'il a fait d'autres trucs, parce que franchement, ce film, j'ai beaucoup aimé. C'est un film que Tanguy Sandler, alias le barbu faisant Cinoche, m'a conseillé depuis une éternité, que j'ai enfin découvert.
Ça s'appelle La Chose en version française et ça s'appelle The Deadly Spawn en version originale. Donc c'est un film pareil culte des années 80, donc je sais pas, 82, 84, bref des années 80. Pitch tout simple, hein, dans une cave, une espèce de créature monstrueuse, sorte de ver, est en train de se développer, est en train de muter tout doucement, de manière extraterrestre, et est en train de proliférer dangereusement, et va tout doucement envahir la maison, voire la ville, voire le monde, pour s'attaquer à l'humanité. Et c'est dément, c'est des effets spéciaux caoutchouteux, comme je les aime des années 80, un petit peu à la street trash, un petit peu à la brain damage, un petit peu, voilà, tout ce qu'on aime, à la brain dead, c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Les effets spéciaux sont réjouissants, c'est vraiment, vraiment excellent. Un truc qui est cool et qui était vraiment bien à cette époque-là, c'est qu'on commence à voir la créature au bout de 12 minutes. Et que ça n'arrête plus après, c'est très rythmé, la bande-son est vraiment classe. Le Cho qui joue le héros du film est vraiment très charismatique, et franchement, c'est vraiment, vraiment excellent. Je me suis vraiment régalé. Ces éditions en plus sont vachement cool du chat qui fume, et je pense que du coup ça va m'inciter à en prendre d'autres, je pense, parce que déjà c'est blindé de bonus, donc pas mal d'interviews ou ce que vous voulez. Il y a un fourreau très sympa, et en plus ça nous gratifie d'une deuxième jaquette au niveau du DVD, donc ça c'est bien stylé. Et en plus on a un visuel différent au niveau du DVD, donc ça c'est très très cool. Donc The Deadly Spawn, ou The Deadly Spawn, je sais pas comment on le prononce. Bah si vous l'avez pas vu, c'est un très très bon film des années 80. Et que je suis hyper content d'avoir enfin découvert, et puis la scène de fin est quand même vachement cool, quoi. C'est vachement cool. Donc je suis bien content. Donc voilà. Ensuite, un autre film que je suis hyper content d'avoir découvert. Alors, il n'y a pas sur une période assez courte, je me suis maté Au Poste et Le Dain, donc de Quentin Dupieux, je vous en avais parlé, il me semble. Et il me manque Wrong Cops et Réalité à mater. Et donc là, je me suis maté Rubber, enfin. Et putain, qu'est-ce que j'ai adoré, qu'est-ce que j'ai pris mon pied devant ce film. Le fait que on suive un pneu qui tue des personnes un petit peu en mode scanners, donc en fait, faut sortir du carcan, entre guillemets, que c'est un pneu, faut se mettre dans la tête qu'on a une personne en face de nous, et en gros il y a des pouvoirs télékinétiques, et il fait exploser des têtes de personnes, d'objets et d'animaux. Donc un petit peu vraiment comme si c'était un humain, à la Scanners de Cronenberg, je crois, ouais. Et du coup c'est dément, c'est trop génial, quoi. Et en plus la musique il y a une scène où il fait exploser, je crois que c'est un lapin, et derrière t'as une musique mais genre en mode comédie romantique presque, c'est totalement absurde, c'est du Dupieux mais pure souche. Et la scène d'intro avec le flic qui cite plein de films en mode j'ai plus de film en tête. Je vais prendre un exemple qui n'est pas cité, mais est-ce que John Connor, est-ce que Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2, quand il vient, qui frappe à la porte et qui dit Sarah Connor et qui prend son fusil à pompe et qui tire, il n'y a pas d'explication. C'est pas expliqué. Enfin, il fait ce genre de phrase, il en enchaîne plusieurs et il dit il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Et ce film, ça va être ça. Il n'y a pas d'explication. Voilà, c'est ça, Robert. Il y a plein de trucs qui vont vous être montrés, mais il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça, puis c'est tout. Je fais ce que je veux. Je suis Quentin Dupieux et je t'emmerde. En gros, c'est ça. Et j'adore. Et en fait, il y a ça. Donc, on suit le pneu qui fait tous ces divers agissements. Et de l'autre côté, t'as un groupe de personnes qui c'est comme si t'avais un ciné dans le ciné. T'as tellement d'idées dans le cinéma de Dupieux. Enfin bref, c'est génial. Regardez Rubber. Puis la fin est très bonne aussi. J'ai adoré Rubber. J'ai adoré Rubber. Rubber. Avant-dernier film, et c'est 2 films de toute manière du même réalisateur. Le premier, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas aller être très long dessus, c'est Bug. J'ai toujours pris un énorme plaisir à voir ce film, donc avec Ashley Judd, Michael Shannon et Harry Connick Jr., donc Bug, de William Friedkin, qui décidément est un réalisateur que j'aime de plus en plus. Donc Bug,
Le meilleur film pour moi sur la paranoïa, sans doute. Ce film était un petit bijou. Michael Shannon est tellement immense comme acteur. C'est démentiel, ce film. Voilà. J'ai pas envie de vous raconter quoi que ce soit sur ce film. Si vous aimez mes vidéos, si vous m'appréciez un minimum, si vous écoutez un petit peu ce que je vous dis, si vous aimez les films de paranoïa, si vous aimez William Friedkin, si vous aimez Michael Shannon, si vous n'avez pas vu Bug, regardez Bug. Et par contre, pour terminer, je vais vous parler d'une de mes révélations de ces derniers mois, parce que franchement, c'était une vraie révélation. Je vais vous parler de Sorcerer, qui n'est pas un film d'horreur à proprement parler, hein, mais qui est considéré par un des réalisateurs du genre horrifique, quand même, qui est William Friedkin. Gros casting, donc Roy Schneider, donc qui est la tête d'affiche des Dents de la Mer, Bruno Kremer, qui est un acteur français avec une sacrée gueule quand même, donc Maigret notamment, qui est son personnage le plus charismatique. Francisco Raval, Amidou, il y a notamment aussi Jean-Luc Bidot, donc acteur français célèbre pour son rôle de professeur Strauss dans la série H, et qui joue aussi notamment dans le film de Rape and Revenge français, je crois que c'est La Traque, il me semble. Donc Sorcerer, en gros, c'est 4 personnes qui vont être recrutées pour conduire 2 camions à travers une jungle très hostile pour mener à bien un convoi jugé très risqué, de cargaison, je crois que c'est de dynamite ou d'explosifs, auprès de révolutionnaires pendant un conflit, en gros c'est ça. Et quel talent de réalisation qu'a ce réalisateur, quoi, Friedkin. Putain, les séquences où les camions sont sur les ponts en pleine tempête, là, c'est digne vraiment de films d'horreur, quoi. On retrouve la tension de films comme L'Exorciste. On retrouve on sent vraiment la patte Friedkin, on sent le côté angoissant, le côté on est pris, quoi, on est vraiment dans le film. La première partie du film, la première heure, en fait, on est plongé dans l'ambiance poissante et glauque et malsaine et de la guerre, du conflit social dans lequel se trouve le pays. Alors, je sais plus si c'est en Colombie ou c'est un pays d'Amérique du Sud, quoi. Et donc, on sent le climat social, le malaise dans lequel se trouve ce pays. Et tout doucettement, on a tous les personnages qui nous sont présentés, et ça c'est vachement bien, ils sont bien présentés, bien détaillés, c'est intéressant, jusqu'à ce que soit présenté et soit construit pièce par pièce leur camion, et cette scène est vraiment hyper bien foutue aussi, j'adore. D'ailleurs, il y a un des camions qui s'appelle Lazzaro, et c'est pas anodin, c'est par rapport à Lazare dans la mythologie chrétienne, qui est, je crois, un personnage qui revient des morts, et c'est un peu ça, parce que on croit à un moment qu'il tombe, enfin bref, je vais pas vous spoiler, et dès le moment où ils partent en convoi, la dernière heure 20 même, putain, c'est énormissime, franchement, c'est démentiel. Je vous conseille vraiment ce film, qui est vraiment une vraie claque. Même la tension entre les quatre protagonistes est excellente. Là, il y a une scène à un moment où ils sont bloqués en pleine jungle. Il y a un énorme tronc d'arbre, mais quand je dis un énorme tronc d'arbre qui les bloque, c'est vraiment un monstre. Et il y a tout un système qui va se mettre en place pour décider de comment ils vont s'en débarrasser, quoi. Là, c'est d'une ingéniosité. Je pense que même MacGyver, ça lui serait pas venu à l'idée. Cette idée de se débarrasser de ce tronc, je trouve ça génial, quoi. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et en plus cette édition DVD que je trouve vraiment cool, qui est disponible sur Amazon, je l'avais eu pour 3 DVD pour 20 € il me semble. J'avais pris ça, j'avais pris Captain Marvel, et j'avais pris surtout The House That Jack Built de Lars von Trier. Il y a une conversation avec Friedkin et Nicolas Winding Refn de 1h20, donc ça va valoir le coup. Il y a un entretien avec Philippe Rouillet de 25 minutes, Métaphysique de la peur. Il y a un document d'archives de William Friedkin sur le tournage, et puis il y a des bandes annonces. Voilà. Donc je pense que l'entretien entre Friedkin et Nicolas Winding Refn de 1h20, ça doit valoir le coup quand même. Donc voilà. Sorcerer, pour conclure cette vidéo qui dure 50 minutes, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai pas fait de vidéo là globalement depuis un bon moment.
Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous la regarderez plusieurs fois si ça vous dit. Une vidéo en direct du bain, comme ça, en mode Jeremy Star. J'ai pas pris les canards, mais bon, voilà. Eh bien écoutez, confinez-vous bien, soyez pas trop cons quand même. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, faites ce que vous voulez. Nous on se dit à très bientôt. Joyeux Noël, mais ok. Ciao ciao.